Qu'est-ce qu'on se dit, Laurent? On démarre? Bah, je pense qu'il faut démarrer la vidéo, ouais. Ah Donc, ben, on est parti. ouais. On va couper les caméras aussi et les micros Ok. pour des raisons aussi environnementales, pour limiter Ouais. notre impact. Et puis pour le confort de la réunion. Et puis quand on remettra les vidéos et les micros, surtout pensez à bien éteindre ou à mettre en muet enfin, en vibreur vos téléphones portables. Merci beaucoup, on démarre. Eh bien, on démarre. Je vais laisser la parole à Laure pour démarrer la visioconférence. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir donc, dans le cadre de cette visioconférence, cette rencontre avec Patrick Malandin. Alors, j'ai un écran à gauche, de temps en temps, je me retourne. C'est là que je vois ce que vous voyez. Donc, une rencontre avec Patrick Malandin et les équipes françaises et russes de Run for Planet. Donc, bienvenue à bord. On va essayer de vous embarquer en fait dans cette incroyable histoire entre Montreuil et Vladivostok. En tout cas, ce court film rend hommage effectivement, et puis je pense qu'il annonce aussi le ton de cette soirée, du dépassement de soi, et c'était le défi 2016 de Patrick Malandin qui a couru 10 000 km en 100 jours, donc 100 fois 100 km, chaque jour 100 km. Je pense qu'il a été au-delà de la distance de 100 km. Il nous racontera ça tout à l'heure. Et en tout cas, se dépasser, cette fois, ça va être pour un double défi écologique et environnemental. Donc 15 millions de foulées pour lui. Et nous, au niveau de l'équipe franco-russe, on va planter 15 millions d'arbres en Sibérie. Et on commence dès cette année. Alors le contexte de cette grande aventure et de cette association, je me présente, donc je suis Laure Ansart, je suis la présidente de Run for Planet 15 Million Trees for Siberia, et on est une association à but non lucratif. Alors en 2019, alors je travaille avec la Russie, j'ai appris le russe quand j'étais en 6e, c'est ma première langue en lycée, car je suis née dans une ville communiste, et ça fait beaucoup rire les Russes, qui ne comprennent pas la ville communiste en Russie, enfin, c'était autre chose du temps où j'ai appris le russe. Et en 2019, j'ai traversé la Russie en transsibérien. Traverser la Russie, c'est toujours un voyage initiatique. Et en tout cas, au fond de ma tête, je m'étais dit que l'idée, c'était peut-être aussi de faire un premier repérage pour faire courir un ultra-runner de l'Atlantique au Pacifique, et par cette voie transsibérienne. En tout cas, tout au long de ce voyage, en 2019, j'ai découvert, enfin, et j'ai confirmé, j'étais déjà allée en Sibérie, mais en avion, et pour travailler. Et en fait, j'ai découvert l'incroyable accueil des Russes. Sachez que j'étais seule dans ce train et dans ce trajet pendant 3 semaines et demie. Par ailleurs, je vous invite à écouter les podcasts sur le sujet produits par Volcanic, et vous aurez agence événementielle partenaire. Et vous aurez tout le détail de cette aventure, en tout cas, entre autres. Mais en tout cas, c'était 0 moment de stress, sauf les rares fois où j'ai pris les bus à l'envers et où je ne me retrouvais pas du tout où je souhaitais. Mais voilà, 0 stress, ultra safe et des gens très accueillants.
Et puis, on a discuté sur le train, quand vous traversez de Moscou à Vladivostok, c'est 9000 km en train, avec un train qui roule entre 50 et 100 km/h, 120 km/h. C'est vraiment le moyen de transport des Russes pour aller voir la famille. Voilà. Donc, ils peuvent passer 1 ou 2 jours. Au-delà, ils ont quand même tendance à prendre l'avion. Et voilà, donc nous, on est un petit peu aussi ceux qui voyageons et qui prenons le temps de discuter avec les gens. Donc, on a parlé de la pluie, du beau temps. J'étais là un petit peu pour repérer pour l'ultra runner. Et puis, on a parlé aussi de la forêt et de la forêt russe qui brûle. J'avais eu l'occasion aussi de voir que les Russes sont très proches, en fait, et ont des banques de graines, des banques de semences de toutes sortes de pays, en fait. Ils ont des banques immenses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a même des collaborations entre Français et Russes à ce niveau-là pour réintroduire des espèces anciennes qui ont disparu en Europe. En tout cas, les médias, quelques semaines avant ce magnifique voyage, en tout cas, avaient relayé les méga incendies. Donc, enfin, je vous fais grâce du schéma qu'on a ici, mais plus la forêt brûle et plus elle continue à faire brûler, enfin, plus elle met de risque à faire brûler les autres surfaces de forêt. On a un changement de l'atmosphère, on a une baisse qui est sensible quand même du taux d'oxygène. Et cette forêt qui est la première du monde, en fait, la forêt russe, c'est la première du monde. On est dans le plus grand pays du monde. Et sa forêt, c'est 15% de plus que l'Amazonie, donc on n'en parle jamais. C'est une forêt boréale, donc forêt froide, qui vit surtout 4 à 5 mois par an, qui grandit et qui profite de ces fenêtres-là pour grandir. Et ben cette forêt, tous les ans, elle brûle terriblement et il n'y a plus aucun contrôle en fait sur ces incendies. On ne sait pas quelles sont les solutions à ça, mais il y en a une qui existe probablement, c'est d'aller replanter des arbres et de planter des arbres en masse. On a une perte de la biodiversité aussi, enfin, et toutes les conséquences qu'on peut trouver dans les incendies au niveau international, dans d'autres pays, sur ces incendies. Alors, en finissant ce voyage, je me suis dit qu'envoyer un coureur, c'était bien, mais il m'est apparu clairement que s'il faisait 15 millions de foulées, il pourrait être vraiment intéressant d'y associer, en tout cas, et mentalement pour lui, et comme modèle et comme exemple, d'y associer la plantation de 15 millions d'arbres. C'est comme ça que ça a commencé. Donc là, on est en septembre 2019. Et puis, donc on a démarré une association en février 2020. Et voilà Patrick Malandin en juin de l'année dernière. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup puisqu'il y aura une interview. Ce sera la première interview de cette visioconférence. Dans quelques minutes, il vous racontera et il vous emmènera lui aussi dans ses aventures pédestres transcontinentales. Pour l'instant, pas la Russie, mais son départ est prévu en avril 2022. On a démarré des plantations en 2020, forcément à distance. Et ici, alors c'était en novembre 2019, j'étais à Saint-Pétersbourg avec un partenaire de travail, Sergei Dmitrienko, qui a manié la pelle et qui allait planter des arbres pour nous à Saint-Pétersbourg. Il a des pépinières pour apprendre aux enfants à planter des légumes, à planter du végétal. Et en fait, il a reconverti toute sa pépinière pour nous et il a planté des centaines de petits arbres dans ses pépinières pour les faire démarrer. Il a fait des travaux pour pouvoir planter ensuite, les replanter et puis avoir plus de surface de culture, voilà, pour aller dans notre sens. On a interviewé des scientifiques et des universités. C'est pas facile d'avoir des photos de scientifiques, donc je ne vous présente que Dmitri Zamolodchikov, qui est en fait un Russe qui siège à la COP21, par exemple, et qui nous a donné son point de vue sur la plantation en masse, ce qu'on pouvait faire. On a écrit dans les ministères, donc ici le ministère de l'écologie et des ressources naturelles, qui nous a encouragés, ils nous ont tous encouragés dans notre démarche, en nous synchronisant avec ce qui se faisait déjà au niveau de la Russie. Et nous voilà, on avance. Et nous rencontrons Ivan Ivanovich Sandjarov, qui est avec nous ce soir. Ce sera la deuxième interview de la soirée. Donc, je remercie en tout cas Ivan Sandjarov. Il va nous parler en fait aussi de il y aura une petite vidéo de présentation et de cet incroyable voyage parce que Ivan Sandjarov, il vient de là. Il vient des îles Sakhalines et aujourd'hui, il est ici.
Et ici, c'est Kaliningrad. C'est une région qui est excentrée par rapport à la Russie, mais c'est une région de Russie. Et il a monté tout un système de pépinières. Il a planté des millions déjà d'arbres en Russie. Il va nous raconter ça tout à l'heure. Donc, merci aussi à Angelika Romanienko, qui est journaliste pour la télévision russe et qui est notre professeur à Moscou pour un peu toute l'association. D'ailleurs, Patrick, tu es invité à prendre quelques cours, quelques leçons. Et merci à vous et on vous donne rendez-vous tout à l'heure, Ivan et Angelika. Et puis voilà, en fait, il y a une association en France et il y a une association indépendante en Russie. On travaille ensemble, donc avec des objectifs communs. On travaille main dans la main et on espère vraiment que cette année 2021 sera une année de rapprochement entre nos deux associations. Alors, on converse par Internet, c'est très bien, mais ça a des limites, évidemment, vous en êtes tous rendus compte. En tout cas, on avait déjà prévu de converser à distance, donc bon, la visioconférence ne nous a pas trop dérangé avec ce confinement. Par contre, ça a beaucoup ralenti notre progression, ce confinement, et puis la situation sanitaire. On espère que ça va se rouvrir. Ici, je vous propose une photo de Saint-Pétersbourg, où il y a notre planteur d'arbres, une photo de Moscou, où nous avons le siège de l'association russe qui s'appelle Courir pour la planète verte. C'est une demande des Russes. Run for Planet 15 Million Trees sur Siberia, c'était pas bon. Et puis une petite photo de Paris et une photo de Lille, donc, où se trouve le siège social de notre association et où je me trouve actuellement. Nous aurons donc en troisième interview Marine, qui est en fait notre avocate et puis secrétaire de l'association Run for Planet. Marina Starokosheva, voilà, elle est avec nous. Ensuite, nous avons notre président. Là, je l'ai mis dans une situation, pour une fois, il est sur l'eau. Mais en fait, Valentin Fedorovitch Grakovic, c'est un très grand alpiniste. Voilà, c'est un héros de l'URSS. Et aujourd'hui, il a pris la présidence de l'association Run for Planet. Il nous parlera de la façon dont il veut porter, en tout cas, cette action-là. Vous me reconnaissez. Voilà, j'avais les cheveux longs. C'était l'année dernière, Stéphane, qui est notre trésorier aujourd'hui dans l'association en France et qui assure brillamment la technique ce soir. Merci Stéphane. Et puis Agnès, qui est notre secrétaire et qui est en train de me sauver tout l'administratif et de me faciliter les choses au niveau de la France. Donc on retrouvera en tout cas tout à l'heure Valentin Fedorovitch Rakovic et Marina Andrieva Starokosheva. Et ils seront interviewés par Paulina Melnikova, qu'on remercie beaucoup et qui nous accompagne, qui habite Moscou et qui est parfaitement bilingue franco-russe. On fera un point rapide sur les projets et les objectifs de l'association. Donc, c'est un point rapide, je vous expliquerai pourquoi. On parlera des besoins de Run for Planet France, en tout cas, pour l'instant, puisque nous organisons ce soir une visioconférence essentiellement en français. Et puis, on aura un moment de questions-réponses. On vous laisse un quart d'heure. Normalement, on devrait être à 20h. Et de 20h à 20h15, on vous propose un jeu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à écrire pour l'instant vos questions. On essaiera tous d'y répondre. Et puis, surtout aussi, si vous avez des messages pour ces acteurs très engagés en France et en Russie, eh bien, on vous écoutera vraiment avec plaisir aussi. En tout cas, bon, hop, j'arrête mon partage. Je laisse la parole à Eric Vincent, qui est le directeur de l'agence Volcanique, donc qui est partenaire de Run for Planet depuis le début. Et je le remercie vraiment beaucoup, agence événementielle. Et puis, je le laisse interviewer Patrick Malandin, notre ultra-runner. Merci beaucoup. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Eric. On ne va pas s'attarder sur mon cas, puisque l'objectif, c'est de faire parler Patrick surtout. Nous avons 20 minutes. Et on a structuré un peu cette interview en deux parties, et une partie vraiment dédiée à Patrick, son passé, d'où il vient, l'Ultra Runner, c'est quoi, etc. Et ensuite, la partie Run for Planet avec le double défi. Donc, mon cher Patrick, on va commencer. Je suis désolé de te poser cette question, mais c'est un peu toujours la même chose. Mais qui es-tu? Et tu peux te présenter un petit peu avant de commencer à rentrer dans le détail de ton sport. Avec plaisir, mais c'est vrai que se présenter, c'est récurrent, mais c'est normal, personne ne me connaît.
Oui, donc je suis Patrick Malandin, je pense que ça, tout le monde l'avait compris. J'habite sur la région du Havre, donc en Seine-Maritime, en Normandie. Et j'ai eu 60 ans dernièrement. Et voilà, et je me suis lancé dans la course à pied il y a déjà plusieurs années. Par des courses traditionnelles, des 5, 6, 10 km, des 15, des 20 jusqu'au semi-marathon et marathon. Et en 2007, 2009, 8-9, j'ai découvert cette course ultra longue distance. Voilà. Donc, j'aime à dire que j'ai deux vies de coureur. La première, vers l'âge de 28-30 ans, parce que je ne sais plus trop quand j'ai commencé à courir. Et puis la suivante, alors que j'ai mis même de côté et que j'ai ignoré, je parle de la première, j'en fais plus état. Elle a eu son côté pédagogique malgré tout. Et je me suis donc maintenant focalisé sur la course longue distance. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de compter mes kilomètres. Mais comment on devient ultra-runner? C'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comment on découvre cette partie? Comment on se met à courir de 10 à 100 km par jour? Bah, déjà, dans un premier lieu, c'est un peu le fait du hasard et aussi le fait des rencontres. Souvent, les choses se font par des rencontres. Lors de ma première vie de coureur, comme je vais me dire, la première vie, c'était une rencontre, un ami, et puis je suis parti sur un 6 km, et puis voilà. Et puis la deuxième, bah voilà, c'est une autre personne, et puis la découverte de l'ultra que je connaissais pas du tout. Je savais même pas que ça existait, je savais pas que des gens couraient des courses horaires, qui pouvaient courir des points à points, qui pouvaient courir presque des courses en ligne de 100 km. Ça me passait par-dessus l'esprit, enfin, j'imaginais pas du tout. Et voilà, donc ça, c'est un peu le hasard. Et puis, j'ai toujours quand même intérieurement aimé la route. Mon père était chauffeur routier. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec ça, hein. Et quand j'avais moins de 15 ans, il m'emmenait souvent le plus dans le camion. Et puis, j'en ai vu défiler des patelins, des lieux-dits, des villes, des villages. Et voilà, donc ce côté progression, peut-être que, enfin, bon, je l'ai acquis à l'âge de l'adolescence, presque, tu vois. Et donc voilà, c'est venu comme ça. Et un jour, tout simplement, sans explication précise, j'ai décidé de partir du Havre, donc la région où j'habite, pour descendre dans le sud-ouest, donc sur mon lieu de vacances. Et j'ai à cette époque-là, que c'était en 2007, je crois, j'ai fait mes premiers 750 km en traversant la France. Moi, l'apprentissage de la course au long cours, et mon épouse, parce qu'elle m'assiste, à l'apprentissage donc de l'assistance et voilà, de la logistique. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même un truc de famille parce qu'il vaut mieux, ou alors on est tout seul, ou alors on embarque tout le monde. Ouais, c'est un peu ça. Et tout seul, c'est plus difficile malgré tout. Par contre, j'ai une véritable chance d'avoir une épouse qui me suit, et non seulement qui suit, mais qui est actrice des projets et qui gère la logistique au complet. Moi, en fin de compte, en temps normal, pour préparer les projets, je me contente de courir. Et comme on l'espère là aussi pour Run for Planet, de trouver des financements. Alors justement, j'allais y venir. Comment, bon, au début, tu as commencé, je dirais, on va dire en France, sur ton lieu, comme tu le disais, de vacances, mais après, tu as quand même parti dans un certain nombre d'expéditions. Comment on monte une expédition rapidement? Comment ça se structure? Combien de temps ça dure? Et quelles sont les grandes parties qu'il faut préparer pour arriver à quelque chose qui se passe bien? Déjà, dans un premier temps, il faut y croire. Il faut croire en soi, j'irais dans le côté conditions physiques. Pourtant, j'estime pas être un très grand coureur, hein, pour autant, plutôt un coureur moyen. Mais c'est déjà croire en ce qu'on veut faire, déjà, cette idée-là. Et la deuxième, évidemment, c'est mettre tout en branle, si je veux dire, pour pouvoir avoir des partenaires, mais aussi avoir sa famille qui s'investissent, qui ont envie de vous suivre, les amis, etc. Parce qu'à la base, on ne comprend pas trop pourquoi on fait ça. Enfin, quand je dis ça, je parle de l'entourage. Et peut-être que je ne le comprends pas non plus, ceci. Mais voilà, donc il y a un moment… Oula. Il y a un moment, si tu veux, où l'envie, le rêve fait place à la réalité et puis au devoir d'accomplir les choses. Et donc, à ce moment-là, on se lance dans le bain, mais sans vraiment connaître quoi que ce soit pour autant. Donc, à la base, j'ai fait mon petit dossier sur quelques pages.
avec mon PowerPoint. J'ai fait mes petits, comment on appelle, je parle de petits parce que moi, c'est pas spécialement des très gros projets. Et puis, tout doucement, voilà, on essaie de mettre en place un budget, essaie de mettre en place un partenariat avec des échanges. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange? Qu'est-ce qui peut intéresser quelqu'un à être présent à la base dans un projet très, à la fois peut-être égoïste, mais très personnel à la base, quoi. Et donc, à un moment, voilà, donc quelque part, c'est se lancer à l'eau et puis c'est mettre en avant ses idées, ses envies. Voilà, c'est surtout ça. Et donc après, la préparation, elle se fait tout seul d'un seul coup. Bah, plutôt que de courir mes 10-20 km à la semaine, bah, je vais passer à 100. Je vais commencer, bah, comme je disais, à monter mon parcours, etc., à me projeter, quoi, voilà, tout simplement. Et puis, il y a un moment, comme en faisant ça, quelque part, on joue aussi un petit peu sa crédibilité vis-à-vis des autres, hein, parce qu'on lance un projet presque comme ça, presque comme si on allait partir à la dérive. Mais à la base, mais quand même, quelque part, c'est construit. Et puis, voilà. Donc, l'idée, c'est de rencontrer les gens, mettre en place le projet, faire croire à sa possibilité, à sa réussite, à sa possibilité, et puis attirer la confiance des autres. Et puis, voilà, c'est un peu ça, quoi. J'ai démarré comme ça, tout simplement. Et puis, j'ai commencé par une première transcontinentale, et puis ça a intéressé autour de moi, et j'ai enchaîné après. Comment je reviens sur ma question parce que c'est important. Comment on prépare? C'est-à-dire, OK, tu pars avec un certain, on va dire, une certaine live, on va dire, mais la préparation est quand même, à mon avis, vachement importante. Comment est-ce qu'on prépare de France quand on va traverser les États-Unis? Est-ce que tu as des correspondants là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le pays qui t'aident? Est-ce que tu fais tout avec Google Earth ou Google Maps? Oui, mais en fin de compte, c'est bizarre, je pourrais dire, et c'est peut-être un petit peu ça peut désappointer en disant ça, mais c'est vrai que c'est fait avec les moyens du bord à la base. Je ne vais pas faire reconnaissance, c'est pas que j'aimerais ne pas la faire, mais ça a des coûts fatalement, hein, je reviens toujours là-dessus, mais ça a des coûts. Donc, toute la logistique, alors c'est beaucoup avec mon épouse, on fait ça à deux. C'est elle qui va faire le tracé du parcours. Alors, généralement, comme j'ai toujours l'idée de tentative de record. L'idée, c'est de partir d'un point pour aller à un autre. Alors, je vais lui demander, on va tirer un trait à ligne droite sur la carte, hein, et puis je lui dis, bah, écoute, tu t'arranges pour que ce soit le plus rectiligne possible, que je mette le moins de temps et que j'arrive de l'autre côté avec un certain nombre de kilomètres. Donc, elle va gérer ça. On va gérer, par exemple, sur l'Australie, par exemple, il a eu la gestion des locations de véhicules, les 4x4. Alors, ça s'est fait par le net, c'est de la recherche beaucoup par le net. En fin de compte, après, on va trouver un mandataire en Allemagne qui va nous trouver les véhicules, parce qu'en fatalement aussi, on joue sur la trésorerie, donc on va beaucoup chercher. Donc, on va travailler comme ça. On va passer par des locations toujours sur le net pour des hébergements. Les hébergements 8 jours avant le départ, 8 jours après à l'arrivée. L'entretemps, on va les gérer. Alors, quand le parcours est bien dessiné et on sait à quel endroit on va s'arrêter tout le temps, on peut déjà envisager de checker les hôtels. Sinon, par exemple, si je prends maintenant les États-Unis, Canada, fait la fois dernière en 2019, là, on a fait partir le camping-car de France et on a dormi la plupart du temps en véhicule, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup de logistique comme ça de mise en place. Mais on fait, alors c'est construit, mais on fait tout de nous-mêmes, je dirais, du salon. Là, on parle beaucoup de logistique, mais concernant ta santé, tu prends des précautions particulières avant de partir? Est-ce qu'il t'est arrivé des pépins? Est-ce que cette partie-là, elle est quand même majeure, puisque le camping-car, s'il continue à rouler et puis que toi, tu ne veux plus courir, il y a un petit problème. Donc, est-ce que tu donnes une place particulière? Tu te prépares d'une certaine manière? Alors, je me prépare, mais surtout à l'approche du projet, si tu veux, 3 mois avant, je vais être plus attentif. Mais je dirais, si on prend une vie au quotidien, une vie régulière, j'essaie de courir mes 100 km à la semaine et ça s'arrête à ça. Ce qui est un peu étonnant, c'est que je suis quelqu'un qui est au feeling. Et en fin de compte, je n'ai pas de plan. J'ai pas de plan structuré d'entraînement. J'ai pas d'objet connecté. Je cours avec l'envie. L'idée, c'est pas de se mettre le stress. L'idée, c'est pas de se mettre
se compliquer se compliquer l'existence avec des règles bien précises. Franchement, tout est au feeling. Mais je suis attentif quand même. De toute façon, si on prend la nourriture, par exemple, à la maison, on mange équilibré, etc. Mais on ne fait pas une recherche spéciale de repas, par exemple, qui il faut être attention à tes protéines, à tes glucides, etc. Et donc c'est comme ça. Et après, à vrai dire, quand je pars sur chaque projet, à vrai dire, je ne me focalise pas dessus au début. Et à vrai dire, je n'ai même pas le sentiment qu'il existe et je n'ai même pas le sentiment que je vais faire la traversée, si tu veux. Voilà, je suis quelqu'un qui prend les choses comme elles viennent et j'aime pas beaucoup les règlements et tout ça, donc je fais les choses. Bien compris. Ça, on avait bien compris. Moi, j'ai juste une question avant de passer sur l'autre partie. Depuis que tu cours en permanence au contact de la planète, au contact de la nature. Est-ce que tu as 2 ou 3 commentaires à nous faire de l'évolution de la planète ou d'évolution des paysages que tu traverses depuis que tu cours? Il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes, mais après, là où je n'ai pas été, c'est je passe une fois et pas une deuxième, donc je ne vois pas l'évolution après coup, enfin ce qui s'est passé, le changement. Mais si je reviens par exemple sur ma course à la base, la première qui était Le Havre-Istanbul, par exemple, c'est proche de chez nous et c'est là où il y avait plus de diversité, si tu veux, avec la traversée des plusieurs pays de l'Europe centrale. Et c'est vrai que j'avais été étonné en Roumanie, par exemple, par l'environnement. C'est un pays que je n'avais pas très apprécié parce que, bon, entre parenthèses, je ne l'avais pas trouvé les gens accueillants, mais pas très propres. Enfin, et puis, et en fin de compte, en contrepartie, c'est après le périple, c'est plutôt le pays qui m'a plus plu, celui où j'avais plutôt envie de retourner. Et alors, sinon, moi, mes remarques, elles sont souvent ce que je vois quand je cours, c'est beaucoup les jachères, par exemple, industrielles, tous ces bâtiments perdus, abandonnés, au niveau comment au niveau de la population et beaucoup, alors ça dépend aussi des pays, mais quand même beaucoup de pauvreté. Et puis, si je prends les États-Unis, beaucoup de contradictions entre une ville, une mégapole hyper moderne et riche. Hein. Enfin, il y a tout un panel de gens différents dedans, et d'un seul coup, être en plein désert où justement les États-Unis vont ressembler plutôt à la Roumanie, des choses comme ça. Mais si tu veux, là où je ne peux pas trop m'attarder, c'est sur le fait de dire si j'ai vu une planète en difficulté, si tu veux, si c'était la démarche. Hein. Non, ce n'était pas ma question. C'était comme tu étais au contact de la nature, tu avais une vision qui n'était pas forcément celle d'un citadin ou de quelqu'un qui, parce que tu restes quand même très longtemps au contact de la nature et tu as forcément une vision différente par rapport à quelqu'un qui la voit peu. L'avantage de ça, c'est que je vois alors, en courant, avec l'effort, j'ai l'impression de ne pas voir les choses, mais après coup, je sais que je les ai vues. Et puis, ce qui est intéressant, il y a un moment, en oubliant l'effort, tu es transporté, tu es en osmose avec la nature, et puis tu as oublié la turbulence du monde, enfin de notre société, si tu veux. Alors, c'est pas une fuite en avant pour autant, mais ça fait du bien quand même. Hein. Ça fait du bien. On va passer sur Run for Planet. Comment tu as découvert Run for Planet? Comment tu as connu le projet avec Laure, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors, j'avais vu passer des informations sur l'association sur Run for Planet, mais je m'étais pas vraiment attardé. Comme plein d'infos passent, et puis on la regarde et on passe à autre chose. Et puis, mais je savais que ça existait. Et puis, j'enviais presque les gens
qui pouvaient partir, donc faire cette traversée, parce que quelque part, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'avais envie de traverser la Russie. Et donc, ça, c'était… Mais je n'avais pas encore trouvé le déclic, la raison, etc. Et puis, la date, enfin, tout ce qui fait qu'on peut de manière à le faire. Et ma surprise a été totale lorsqu'en juin l'année dernière, j'ai reçu un mail de l'heure, donc qui proposait, qui faisait un peu un appel à candidature, à des coureurs pour le projet donc de traverser, faire cette traversée Eurasie. Et j'ai répondu tout de suite, quoi, à vrai dire, et j'étais vraiment tenté. Alors, il y a deux choses, hein. Il y a pas tellement, comme je disais, il y avait la course, mais après, il y avait aussi la raison. Mais la raison, Laure me l'a plus détaillée après, puisque je la connaissais tout juste, hein. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir lier, du coup, un projet sportif, un projet sociétal, enfin, tout du moins, pas un projet sociétal, mais un projet Oui, c'était écologique, complémentaire à ta course. complémentaire et écologique. Parce que, pour en revenir un petit peu, souvent on m'a posé la question de savoir pourquoi je courais sans couleur associative. Et je précisais toujours que dans ma démarche, lorsque je mettais un projet en route, à la base, il était plutôt égoïste, parce que c'était mon idée, c'était le mien. Et je ne voulais pas associer une association à scolaire, associer une association à ça, parce que tout simplement, je ne voulais pas être un petit peu… c'est pas joli comme mot, il y aurait certainement mieux que ça, mais profiteur de l'occasion pour amener des fonds, pour pouvoir… C'est vrai que même si ça rend service à l'asso, pour quand même, à la base, assouvir un projet qui était très personnel. Mmh. Et j'avais pour idée, j'espérais un jour justement qu'une association fasse, ça se passe le contraire, que ce soit l'association qui me fasse la démarche pour savoir si je voulais bien rentrer justement dans un projet qui pourrait me mobiliser, quoi. Et Donc voilà, là, c'est le cas. Là, c'est parti. Là. c'est parti. Voilà. Et tu vas courir d'une manière différente en Russie qu'aux États-Unis, par exemple, dans ta tête. Ouais, déjà, pas de la même manière, parce que là, on va passer un message quand même, hein, donc on Bien va sûr. passer un message, Bien sûr. et puis un message, donc, et puis aussi aussi matériel, parce que par la parole et matériellement dans le sens de planter des arbres. Donc, quelque part, si je voulais conclure, je dirais peut-être que les arbres vont être les uns derrière les autres à chaque pas que j'aurai traversé, et on aura le ruban jusqu'à Vladivostok, mais comme le petit pouce et ses petits cailloux. Mais voilà, donc c'est fantastique, quoi. J'ai un peu perdu le fil, je te cache pas. Et la Russie, elle te dit quoi? Ça te parle comment? Ça résonne comment dans ta tête, la Russie? C'est quelque chose qui te Tout fait de peur? suite, Quelque chose qui tu as envie vraiment d'y aller? C'est quoi? C'est un… c'est la découverte à la base, parce que c'est vrai que je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Australie. On est quand même dans des des vues politiques, sociales différentes qu'en Russie. Enfin, je pense, parce que je ne connais pas la Russie. La seule chose que j'ai retenue, enfin, je dirais les seules petites touches que j'ai eues de Russie, c'est par les pays traversés justement lors de Istanbul, en passant justement par la Roumanie, la Bulgarie, et la Hongrie. Donc il y avait quelques restes, je dirais, russes là-bas, hein. Donc et voilà, et puis la route me plaît, je ne sais pas pourquoi, la route m'attire, enfin pas la route en général, mais la route russe m'attire. À la base, je voulais courir au moins jusqu'à Moscou. À vrai dire, j'avais des idées un peu folles en me disant, si je pouvais aller courir jusqu'au détroit de Bering, ce serait vachement bien, quoi. Là, on ne va pas y aller, il fait un peu trop froid, il est un peu trop, mais Vladivostok, ça va être sympa. Bon. On va aller vite parce qu'il nous reste 2 minutes. Je suis désolé, on a parlé, c'était très bien. La course, ça part en 2022. Avant ça, il va y avoir un prologue, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont tu vas préparer la course et surtout sur cette partie prologue qui est importante puisque c'est la première pierre au défi? Oui, effectivement, je veux bien en parler, et c'est presque une première localement chez moi, on commence à être au courant, mais j'en ai pas fait vraiment et fait état publiquement. Et j'avais idée, enfin,
même avec Laure, mais surtout on avait une idée ensemble, c'était d'apporter justement, comme tu disais, un prologue. Je savais pas trop, on savait pas trop quoi à un moment, et puis moi il m'est revenu un projet qui me tenait à cœur, que j'avais voulu mettre en place il y a déjà 4 ans, et pour des raisons techniques on avait été obligé de laisser tomber, enfin de le mettre de côté sur le moment, et donc l'idée là tout de suite c'est de courir donc en France, non seulement en France mais chez moi, là où j'habite, donc à Montivilliers, sur un parcours de 900 mètres, sur une boucle. Je vais courir 3100 miles avec l'idée de les courir dans le temps imparti, ou tout du moins un peu moins si je peux le faire, de 52 jours. Donc, ce qui fait une moyenne de 96 km par jour. Donc là, dans l'esprit aussi, donc je vais courir au quotidien pendant 52 jours, et en tout 4980 km. Avec l'idée à la fois non seulement de réaliser cette démarche, mais aussi de pouvoir emmener des gens avec moi localement, avoir des gens qui viennent courir, marcher. Le but pour moi, c'est que ce soit un partage, que la réussite de la distance, enfin du projet, soit justement, c'est un départ à Run for Planet dans l'esprit où on va vraiment partager écologiquement et sportivement. Et là, je vais commencer déjà par le partager sportivement dans un premier temps, et pour passer à la phase suivante après coup. Et donc l'idée, c'est que ma course, au bout du compte, quand je l'aurai terminée, je ne serai pas le seul, pas seul vainqueur, seul réalisateur de son existence. Et voilà, donc c'est le 14 juin. Donc, le 14 juin, c'est ton premier jour. Ouais, 14 juin à 6 h du matin. D'accord. Et juste, je me permets, pourquoi tu comptes en miles? Tout simplement parce que cette course existe, c'est là où tu voulais m'emmener certainement. Cette course existe aux États-Unis, à New York. À New York, il y a une course sur un parcours de un peu plus de 880, je crois que c'est 884 mètres, je sais plus. Et donc, il se déroule généralement mi-juin, tous les ans. Je crois qu'il y a eu 25 éditions, à part l'année dernière où elle a été déplacée du fait du Covid. Il est très difficile de pouvoir s'y inscrire, presque impossible. Et c'est une course que j'avais envie de faire. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais la faire aussi de mon côté. Et je vais la faire dans les mêmes règles que la course existante. Et donc, la course aux États-Unis, c'est 3100 miles. Donc, j'ai gardé l'esprit d'appeler ça 3100 miles. La seule différence, c'est à Montivilliers. Donc, ça s'appellera 3100 miles to Montivilliers. Ok, parfait. Écoute, on arrive à nos 22, on est à 22 minutes. Laure, on est un petit peu je suis désolé, on est un petit peu dépassé. Juste pour terminer, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à Patrick via le service de messagerie. Vous nous appelez sur Converser en bas. On y reviendra en fin de call. Et puis, évidemment, tous ceux qui veulent rejoindre Patrick à partir du 14 juin, à 6 h du matin, bienvenue. Je te rends la parole. Tu le vends bien, Eric, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. Donc, on résume, 58 jours, départ le 14 juin 2021. L'idée, c'est d'enquiller en fait 5000 km, puisqu'il faut, voilà, quasiment. Donc, avec une moyenne de 100 km par jour sur une boucle de 900 mètres près de chez toi, parce que c'est plus sympa d'ouvrir la porte et d'aller courir. Mais enfin, quel défi mental, quoi. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Donc, en tout cas, écoute, on met toutes les énergies avec toi. J'espère, on sera au départ à 6 h du matin, Eric. Voilà, donc pas de problème. Et puis surtout, c'est près du Havre, donc on invite tout le monde à aller accompagner Patrick, parce que au cours de ce prologue et puis au cours de sa course à travers la Russie, bien entendu, c'est vraiment important aussi d'avoir ce soutien mental, de pouvoir courir en fait avec les gens et de partir à la rencontre des habitants de ces contrées lointaines. Je parle de 2022. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce sera aussi un super prologue et qui va attirer l'attention aussi de nos annonceurs, car nous sommes dans une année de recherche financière. Donc voilà. Ok, mais merci Patrick et merci Eric. Je pense qu'on va pouvoir passer en fait à l'interview suivante. Donc notre planteur d'arbres, Ivan Ivanovitch Sanjarov, qui va être interviewé par Angelica.
On va vous remettre en route vos caméras et puis le son. Et en attendant, en tout cas, on va faire une petite vidéo qui est sous-titrée en français, une vidéo russe, et qui présente l'incroyable Ivan Sanjarov. Merci Stéphane d'envoyer la vidéo. У нас тут округа будет вообще цыганная. За городом будет здесь санаторий можно будет делать. Alors, deuxième héros de cette soirée quand même, Ivan Sanjarov. Je pense que on a choisi la personne, Patrick Malandin, qui va aller courir 15 millions de foulées entre Montreuil-sur-Mer et Vladivostok. C'est quand même 180 jours fois 70 km non-stop. Et donc, on ne peut avoir qu'un départ en avril parce qu'on imagine bien que la Sibérie, la traversée en été, c'est la seule possibilité. Il y a des gros moustiques, donc on t'est prévenu, Patrick. L'hiver, il n'y en a pas. Donc, en tout cas, Ivan Sanjarov, je trouve, est vraiment une personne qui est au niveau et qui, avec cette humilité-là aussi, aujourd'hui, a planté des dizaines de millions d'arbres déjà en Russie, en essaimant en fait un système d'implication citoyenne. Et il faut savoir que ces arbres, il les donne. Donc, on est sur un business model qui est très particulier, qui est complètement, qui fonctionne très très bien avec un système associatif. Et je vais laisser maintenant Angelica en fait interviewer Ivan Sanjarov. Merci beaucoup. Bonjour chers participants de cette vidéoconférence. Je vais vous présenter notre héros, l'homme célèbre en Russie. Il est le fondateur du projet Les Cèdres de la Russie et il est un vrai enthousiaste du développement du mouvement écologique. Alors, Ivan Ivanovich Sanjarov, vos applaudissements pour notre célèbre héros russe. Иван Иванович, спасибо большое, что вы сегодня присутствуете на этой конференции. И спасибо, что вы решили участвовать в этом проекте. Иван Иванович, merci beaucoup que vous participez dans cette conférence et dans le projet de Laure Ansar. Merci beaucoup. Et ma première question, peut-être vous voulez ajouter quelque chose à ce film que nous avons vu maintenant? Может быть, вы что-то хотите добавить к фильму, который мы только что увидели? Уважаемые мадам месье, команда проекта «Кедр России», который уже работает в 60 регионах Российской Федерации, приветствует вас и благодарит вас за прекрасную инициативу.
Chers messieurs, Ivan Ivанович, pardon. Chers messieurs et mesdames, merci beaucoup que vous participez dans cette conférence aussi et que vous êtes intéressés à l'écologie mondiale et à l'écologie russe, de la Russie. Продолжайте, в мире пожалуйста. много прекрасных вещей, но основные из них, экология и спорт, объединяют всех людей. Je crois que le sport et l'écologie unissent tout le monde sur notre planète. Благодаря вашей прекрасной инициативе уже в будущем году получат жизнь 15 миллионов кедров и других пород деревьев, часть которых вы видите вот здесь. Et grâce à votre initiative en Sibérie, on apparaît beaucoup d'arbres, les cèdres et les autres arbres à feuilles en Sibérie. Et certains arbres, vous voyez maintenant, à côté de Иван Иванович. И некоторые растения вы видите сейчас. Да, пожалуйста. Этого по маршруту пробега Патрика будут высаживаться различные деревья, которые выросли в наших питомниках. Et je veux ajouter que Ivan Ivanovich, il organise les pépinières de cèdres et d'autres arbres en Russie partout. Et son projet est développé non seulement en Russie, mais dans les autres pays. L'Italie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie, la Pologne. Et maintenant, on discute le développement de ce projet en Finlande, au Kazakhstan et en Allemagne. Et Ivan Ivanovich veut que son projet développe en France aussi. Да, Иван Иванович. Благодарим вас за прекрасную инициативу. Merci pour votre initiative. И Laurent Sarr, spécialement, merci à vous. И вместе с вами мы сделаем нашу жизнь прекрасной. Et avec vous, nous ferons notre vie plus merveilleuse sur notre planète. Спасибо, спасибо. Merci, Ivan Иванович. Je sais que l'exercice est difficile, это трудно. Но спасибо большое. Réussite à cette initiative franco-russe, puisque on sait que l'oxygène, qui ne connaît pas les frontières. J'ai parlé tout à l'heure des problèmes d'incendie, et si on est acteur. Il faut qu'on soit acteur pour laisser le maximum aux générations futures, le maximum de possibilités. Merci beaucoup, Ivan Ivanovich. On répondra aussi aux questions donc, en fin de conférence. Je propose qu'on passe à la troisième interview. Voilà, donc cette fois-ci, nous allons interviewer notre président, il y a Valentin Fedorovitch Grakovich, qui nous a préparé une petite vidéo aussi de présentation et de cette collaboration entre la France et la Russie. Merci à Paulina d'avoir travaillé pour préparer cette petite présentation. Et puis ensuite, il y aura une interview avec Marina Stratokosheva. Stéphane, si tu peux envoyer la vidéo. Merci beaucoup. Здравствуйте, Лора. Здравствуйте, члены ассоциации. Я приветствую вас. Значит, 22 апреля мы замечательно провели Всемирный день Земли. Благодаря нашему Санжарову Ивану Ивановичу по всей нашей России вышли и сажали деревья, сажали кедры сколько могли. Я очень рад, что Франция явилась инициатором такого замечательного дела, как спорт и экология. Так? Спорт и экология, конечно, являются, они не знают границ. И ваша идея очень замечательна. Многие люди, с которыми я работал, и экологи, и спортсмены, поддерживают вашу идею и готовы вместе
осуществить это важнейшее мероприятие, которое есть. Поэтому желаю вам всего доброго, желаю вам на своем заседании оценить, как быстро мы сможем это выполнить, потому что проект грандиозный, проект рассчитан на 2 года, и мы будем сколько сил способствовать этому. Спасибо. Eh bien, oui, je vais faire la transition. Donc, Paulina, je vais te laisser effectivement présenter Valentin Fedorovitch Grakovic et Marina. Marina, qui est notre avocate et qui a créé l'association à Moscou avec Valentin Grakovic. Donc, Paulina, je t'en prie. Okay. Merci beaucoup. Bonjour les Français. Marina. Yeah. Nous sommes très heureux de cette collaboration franco-russe. Я прошу прощения, не могу разговаривать по-французски, но вот как смогла, поприветствовала вас теми словами, которые знаю. И уважаемая Лора и гости сегодняшней видеоконференции, я очень рада быть частью этой команды и вот взаимодействуя с Лорой и с командой ее, я поняла, с французской командой, я поняла, что у нас гораздо больше общего, чем отличного, и гораздо больше вещей, которые нас объединяют. Поэтому я очень надеюсь, что мы будем таким образом дальше развивать наши отношения, и я думаю, что это будет способствовать укреплению мира и взаимопонимания на планете. Marina a dit qu'il est très heureux de vous voir tous, qu'elle est très heureuse aussi de faire partie de cette équipe et qu'elle a compris qu'on a en fait beaucoup de plus en commun qu'elle pensait avant. Et en collaborant avec Laure, elle a découvert nos caractéristiques communes entre les Russes et les Français. Et elle est vraiment très intéressée à participer. Et moi, je vais vous présenter aussi notre président de l'association à Moscou, qui est une personne très engagée par rapport à l'écologie. Valentin Grakovic. Валентин Федорович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я слышу вас. Отлично. Валентин Федорович, скажите, хотели бы вы что-то добавить к вашему видео, которое мы только что увидели? Сейчас я переведу, и тогда вы скажете. Est-ce que vous pouvez ajouter un mot à votre vidéo qu'on vient de regarder? Да, теперь можете говорить. Хорошо, спасибо. Спасибо за конференцию сегодня. Мы впервые увидели, насколько грандиозно Франция готовится к этому мероприятию. Merci pour cette conférence ce soir. On a vu pour la première fois que la France est vraiment préparée, se prépare très très profondément. Oui, да, пожалуйста. Два наших национальных героя России – это Санжаров и национальный герой Франции Патрик. Предлагаю нам впервые осуществить то, что не было раньше. Pour la première fois, nos deux héros, Ivan Sanjarov de le côté russe et Patrick du côté français, proposent d'effectuer une action vraiment très intéressante qui n'était pas effectuée avant. Мы будем рады вместе трудиться во имя и мира, добра и процветания наших стран. On va développer ce projet tous ensemble pour le bonheur dans notre monde et de notre planète. Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup, Valentin. Merci beaucoup, Valentin Fedorovitch. Comme vous disiez dans la vidéo, les frontières au niveau de la nature n'existent pas. Donc, on va travailler ensemble pour laisser, en tout cas aux générations futures,
cette planète dans le meilleur état possible. On sait qu'on va contribuer, en tout cas, vraiment qu'on part dans le bon sens. Protéger les forêts boréales, c'est vraiment essentiel pour la production d'oxygène, pour les générations à venir, en tout cas. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci Marina aussi, pour tout le travail qui a été réalisé. Okay. Alors Marina, elle connaît un peu le français, et je la remercie beaucoup pour l'effort qu'elle a fait. Marina, elle parle italien et russe et anglais, en fait. Я могу говорить по-английски. You can speak English, Marina. Okay. Thank you so much. And I'd like to say that I'm very happy to be a part of this team, because I understand right now, while communicating with dear Laure, I understand, and other people from France, I understand that we have more in common than we have, yes, more yes, more in common than work together. We are the same planet. Because I'm not accustomed to be. Спасибо большое, Marina. Merci beaucoup. You're welcome. And and I hope that this cooperation and collaboration will continue and bring peace and mutual understanding between us. You're right. Правильно. Thank you so much. Merci, Marina. Thank you, Laura, all the participants of this conference. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il est important, effectivement, que aujourd'hui, nous, on est en contact avec des associations qui travaillent sur toute la planète. Et c'est vrai que aujourd'hui, même dans les liaisons avec la Russie, finalement, il n'y en a pas des tonnes. Et je suis certaine, là, ça crée des mouvements intéressants entre les citoyens. Donc, en tout cas, on y veille. Et je suis certaine aussi que le parcours de Patrick, qui sera filmé l'année prochaine, ira dans ce sens et apportera un témoignage intéressant et très humain for peace, pour la paix. Donc voilà. On fait un point rapide. Je passe au sujet suivant. On est super en retard, mais c'est pas grave, je vais faire vite. J'avais prévu un point rapide sur les projets et les objectifs. Voilà, donc il faut quand même en parler. Les outils de communication et réseaux sociaux, sachez que, en fait, si je fais un point rapide, c'est parce que vous allez trouver énormément de détails. Sachez qu'on a tout ça en réseaux sociaux. Les Facebook, LinkedIn et YouTube sont essentiellement en français. On a les podcasts de notre ami Eric qui sont en français et donc qui racontent aussi la genèse du projet. On a un site internet qui est en français, anglais, russe. Et puis, je dirais rapidement, on a un tout petit peu Twitter. On a un TikTok qui a été ouvert par notre webmaster russe il y a quelques semaines. Et là, allez voir, il y a des trucs vraiment drôles. Donc, c'est un peu second degré. Voilà, je trouve ça très sympa. Un VK qui est en fait le Facebook russe, donc qui est plutôt en russe, et Instagram qui est essentiellement en russe. Les Russes adorent Instagram. Voilà, donc tout ça, on a de l'information là-dessus. Il y a 300 ambassadeurs qui sont des représentants et vraiment que je remercie aujourd'hui, j'en profite parce qu'on avance ensemble et vraiment grâce à vous, grâce à eux, et on avance. Voilà, ils reçoivent une lettre tous les lundis, donc franchement, n'hésitez pas aussi à nous faire signe si vous voulez être routé. Alors, ce n'est pas tous les lundis, c'est les lundis entre 2 et 3 fois par mois. Et il y a 2-3 infos en avant-première sur les avancées du projet. Il y aura des reportages et un film témoignage. On est en train de négocier avec une société, on cherche une société de production. On sait comment l'organiser, ça va à peu près. Mais par contre, on a besoin de savoir comment ça va être diffusé après. Et pourquoi pas des petits rendez-vous hebdomadaires de quelques minutes sur France 24 ou autre, ou sur un média international. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Ici, c'est le Baïkal. Bon, voilà, il y a toute une culture en fait russe qui est vraiment très émouvante. Et, voilà, il y a une relation aux enfants qui est très différente de la nôtre aussi. Il y a des choses sympas. Ça, c'était mon voyage sur le Baïkal. On verra des babouchkas qui sont essentiels, c'est les grands-mères russes.
Voilà, donc, et puis la route, bien entendu, la route jusqu'à Vladivostok. Hop, on met en place des crowdfunding, des animations. On va le mettre Philippe, allez, hop. Et des crowdfunding et des animations. On a un projet qui nous tient à cœur. Donc là, on a besoin de vous aussi. On a vraiment besoin de vous pour nous aider à gérer ça. C'est peut-être de créer sur Instagram un concours international qui nous raconte, allez, raconte-moi ton arbre. Voilà, et donc en images. Les Russes dessinent beaucoup. Voilà, ils sont dans les arts du cirque. Voilà, il y a un éveil très tôt en fait des enfants. Ici, on a Nijni Novgorod, qui est une ville à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Patrick, tu me diras combien quand il sera passé. Et donc, qui a participé à une petite vidéo qu'on a fait en 2020, qu'on doit mettre à jour en 2021. Et voilà, et qui avait fait des dessins. Je remercie d'ailleurs Angelica, c'est elle qui nous a donné le contact de cette école. Et voilà, et ça a commencé, en fait, il y a quelques dessins qui ont commencé à arriver. Et puis, il y a René Girard aussi, là, qui nous a fait dessiner ses petits-enfants. Bon, il y a un truc à faire en termes internationaux. On est en train de créer, voilà, on a pas mal d'actions dont vous entendrez parler au fil de l'actualité sur nos réseaux sociaux. On a un compte Helloasso et aujourd'hui, on a un compte Helloasso qu'on est en train de relancer sur un crowdfunding. Donc, on vous mettra le lien, bien entendu. On a un objectif de 20 000 € cette année pour acheter 2 millions de graines à planter dans notre première pépinière. Puisque Ivan Sanjarov, là, on est en train de discuter sur le démarrage d'une pépinière dans le kraï là où il y a le lac Baïkal, en fait. Donc, on est en pleine Sibérie. Près d'Irkoutsk, à 400 km d'Irkoutsk. Il y a une très grosse région et là, il y a une pépinière qui va peut-être être une pépinière française d'ici peu de temps. Donc, l'idée, ça serait déjà de l'alimenter à 2 millions de graines avec un crowdfunding. Et puis, en fait, ça servira aussi pour couvrir quelques frais, en tout cas, de Patrick sur son défi des 3100 miles. Et puis, pour faire fonctionner aussi l'association. Cette année, on a eu quand même quelques surprises qui n'étaient pas prévues, puisqu'on a essayé de nous supprimer, par exemple, le nom Run for Planet. Donc, une boutique textile éco-responsable pour augmenter aussi la notoriété de Run for Planet un petit peu partout entre France, Russie, Europe du Nord. Voilà. Hop. En France, une pépinière de 5 millions d'arbres. Donc, Ivanovic, nous sommes en tout cas, et moi je lance un appel au Hauts-de-France, on peut organiser une pépinière de 5 millions d'arbres sur notre territoire, et selon les méthodes d'Ivan Sanjarov. Et ça révolutionne complètement les techniques de plantation. On fait beaucoup travailler la nature, on la met, c'est un peu dans le dur quand même. Il a une performance sur une graine, il faut 2 graines pour faire un arbre, il y a une performance de 50% environ. C'est-à-dire que les graines qu'on achète, les 2 millions de graines, on va faire 1 million d'arbres. On va produire vraiment 1 million d'arbres assez vite. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, puisque la Russie va participer également. Donc, 5 millions d'arbres, en tout cas pour les Hauts-de-France. On rappelle aussi que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est que ces arbres sont donnés à la population, c'est-à-dire aux collectivités qui en font la demande. Et avec un programme d'éducation pour les enfants, en fait. Donc, on les encourage à planter, on leur explique, etc. Et il y a tout un système d'accompagnement. C'est vraiment la nature qui travaille un peu à notre place et des systèmes très, très astucieux pour faire pousser ces arbres et les amener dans de bonnes conditions à 3-4 ans. On cherche 10 hectares à réhabiliter. Il y a 20 emplois à la clé, donc 14 pour des publics en difficulté. Donc, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'en parler. On a besoin de mettre en place une étude de faisabilité et de former des personnes. Donc là, je fais un appel, en tout cas, à nos acteurs régionaux. Puisque la France a imaginé effectivement d'aller planter 50 millions d'arbres en France et a débloqué un budget de 200 millions d'euros. Donc voilà, on a besoin du 10e, enfin voilà, donc on est à 10% du prix. Mais en tout cas, ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est une action citoyenne et pleine de dynamique, quoi. Il y a vraiment des choses à faire. Bon, je serai plutôt en Russie, donc il va falloir trouver aussi des bonnes volontés pour démarrer le projet. En tout cas, les besoins de Run for Planet France, donc c'est une transition toute trouvée. Donc cette pépinière de 5 millions d'arbres qui, en tout cas, dans les Hauts-de-France, reste en point d'interrogation pour nous. Les besoins de Run for Planet, on a besoin de votre engagement, en fait, à nos côtés. Donc,
ce dont on a besoin, je mets un peu le turbo, hein, c'est de partager en tout cas nos informations sur les réseaux sociaux et autres. Et voilà, on a très bon contact aussi avec les planteurs d'arbres. Hein, donc là, ils seraient très contents d'avoir une pépinière de 5 millions d'arbres dans la région. Il y en a 50 millions à produire, donc c'est juste un petit bout, quoi. Et aussi, on a besoin de vous donc, pour partager nos informations sur les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi pour partager vos savoir-faire par rapport aux problématiques qu'on rencontre. On recherche des rédacteurs sur des sujets environnementaux et sportifs. N'hésitez pas à revenir vers nous et à vous inscrire en tant qu'ambassadeur. Il y a vraiment plein de points d'entrée pour nous contacter. Ou ambassadrice, et puis venez travailler avec nous sur des sujets divers, de l'administratif à la technique. Voilà. On a eu notre première assemblée générale il y a 2 jours, donc on a pu, déjà on a structuré plus et puis on a donné quelques petits rendez-vous, mais on a besoin peut-être aussi sur des sujets au quotidien de pouvoir consulter. Voilà. Dans les ambassadeurs, j'ai des interlocuteurs du CNRS et puis j'ai des dames aussi, enfin voilà, je pense à Claudine hein, qui nous aide sur les réseaux sociaux et qui organise les entrées. Enfin voilà, il y a des tas de choses à faire, hein, donc n'hésitez pas, vos savoir-faire nous intéressent et engagez-vous. C'est vraiment aussi le message de Yann Arthus Bertrand hein, qui nous a accompagnés sur notre combat pour garder notre nom. Dans le cadre d'un collectif. Je ne vais pas m'étendre, vous irez voir sur les réseaux sociaux. Mais je pense que dans la période qu'on vit, on a besoin de solutions et on a besoin d'avoir des gens engagés pour résoudre les problèmes. On a besoin de vous pour déployer aussi du relationnel qui nous permettra de trouver plus de sponsors et plus d'accompagnement financier très clairement. Et puis on espère lancer la pépinière en France. Si le sujet vous intéresse, revenez vers nous. Ouf. Voilà, en tout cas, je remercie beaucoup tous ceux qui se sont déjà engagés. Vous en avez vu la plupart là au cours de cette visioconférence de ce soir et je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. On va pouvoir rallumer en fait toutes les caméras pour faire une photo de groupe et on va passer aux questions-réponses si vous voulez bien. Nos applaudissements à toi et aux Français. C'est important pour tout le monde, je crois. Merci beaucoup, Angelica. En tout cas, merci beaucoup. Aide nous est vraiment précieuse. Pauline aussi. Merci à ceux qui sont intervenus et à ceux qui ont enclenché, qui ont cru dès le départ, parce que c'est pas facile tous les jours. Et en tout cas, on a un très très bon accueil depuis le début quand même. Des entreprises russes, etc., donc qui s'intéressent. Il y a beaucoup de projets sociaux en Russie. Ça commence les projets environnementaux, donc c'est vrai que nous, on a quelque chose à jouer aussi à ce niveau-là. Voilà, donc, et j'ai plutôt un super bon accueil de toutes les entreprises françaises. Il y en a des milliers. Hein. Donc, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup d'activités et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout le monde est très sollicité, enfin, est très sensible à l'environnement. Et je pense qu'il y a beaucoup de demandes des Russes aussi pour qu'on leur apporte nos savoir-faire. Il y a du boulot aussi chez nous. Hein. Mais bon, il y a aussi des choses à montrer et à démarrer en coopération internationale. Donc, voilà. Donc, l'avenir est entre nos mains. Je vous remercie encore une fois. Patrick, je te propose de nous donner le mot de la fin. Oui. Le mot de la fin, il est simple. J'ai besoin d'aide morale à partir du 15 juin. Donc, n'hésitez pas, mettez des messages il y a le site internet, hein, donc il y aura le site internet, puis il y aura les réseaux. Ok, merci beaucoup. Bonne En soirée. tout cas, Merci. Merci à tous nos amis. Merci à tous nos amis russes qui nous ont rejoints en tout cas. Merci beaucoup. Merci Angelica, merci Paulina, merci Marina, merci Ivan, merci Valentin. Merci Stéphane. Merci До свидания. Спасибо большое. Bye bye. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Валентина Федорович. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока. En 100 jours,
Donc 100 fois 100 km, chaque jour 100 km. Je pense qu'il a été au-delà de la distance de 100 km. Il nous racontera ça tout à l'heure. Et en tout cas, se dépasser, cette fois, ça va être pour un double défi écologique et environnemental.